Bonsoir à tous, je suis là. Je vous tourne le dos. Vous voyez que ce soir on est sur un dispositif un peu particulier et un peu inédit à l'Université populaire d'Amiens. On a 3 intervenants pour le prix d'un seul. On aura une dépense CO2 qui sera équivalente à très peu de choses par rapport à des déplacements physiques, puisqu'on va avoir la conférence en visio et qu'on va pouvoir dialoguer à distance avec nos intervenants. Alors voilà, j'étais chargé de présenter un petit peu, d'introduire un petit peu le sujet de ce soir. Il n'y a pas grand chose à introduire parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est comme la plupart de nos concitoyens, vous êtes convaincus que le sujet de ce soir est un sujet non seulement important mais très urgent. Comme on a dit avec les conférenciers, le sujet est d'actualité et il faut s'en occuper parce que sinon il va s'occuper de nous. Et il va s'occuper de nous d'une façon qui ne va pas être agréable. Alors, la question de l'énergie et du climat, évidemment, elle est dans toutes les conversations, elle est courante, on en parle partout et en même temps, le plus souvent on en parle très mal. On en parle très mal parce qu'on est mal informé, on ne connaît pas très bien le sujet, on n'a pas beaucoup de bases de discussion et les questions ne sont pas posées, ne sont pas définies. Par exemple, si j'interroge l'assistance pour dire est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez comment on définit l'énergie, qu'est-ce que c'est que l'énergie, je pense que les réponses seraient un peu étonnantes. Et en tout cas, le prix de l'énergie, c'est sûrement pas le prix du kilowattheure, ni le prix du litre de gasoil. Alors, donc ça montre qu'il y a des choses à connaître, et c'est un petit peu l'objectif qu'a poursuivi l'UPA en proposant cette conférence de ce soir. Je parle bien dans le micro. C'est un sujet sensible et qui va l'être beaucoup et qui va toucher beaucoup de notre vie. Donc, quand c'est sensible, en général, ça suscite aussi un peu des passions, des émotions. Et dans les sujets, il y a un certain nombre de thèmes qui sont un peu comme des chiffons rouges. Hein. Si on parle de nucléaire, si on parle d'éoliennes, si on parle de manger de viande, si on parle de diesel, enfin, voilà. Ce sont des sujets qui touchent et sur lesquels, souvent, la discussion est difficile parce qu'on a cet effet de chiffon rouge. Alors, pour prendre un peu de hauteur sur le sujet, donc l'UPA a choisi de faire appel aux travaux qui sont inspirés par Jean-Marc Jancovici et son organisation qui s'appelle le Shift Project. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent peut-être déjà, parce qu'il est maintenant plus connu qu'il y a quelques années. Ça fait 20 ans que Shift Project travaille sur la transformation et la décarbonation de l'énergie et les rapports entre l'énergie, le PIB et le climat. Vous avez peut-être eu l'occasion déjà d'écouter des conférences ou des interventions de Jean-Marc Jancovici ou sur son blog. C'est vrai que j'en connais un petit peu les commentaires, il faut être un petit peu assidu, il faut être attentif, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. Le Shift Project donc produit des connaissances depuis toutes ces années à destination des décideurs et notamment tout récemment pour la présidentielle le plan de transformation de l'économie, puisque ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui sont factuels dans les réalités physiques et qui ensuite analysent les solutions et proposent des solutions par rapport, analysent les problèmes et proposent des solutions pour les résoudre. Alors ce travail qui est un petit peu austère et pointu, il a donné lieu depuis quelques années à un travail de vulgarisation au sens noble du terme, hein. Vulgus c'est le peuple, c'est l'ensemble du peuple, donc c'est nous tous. Et pour ça il y a une association qui a été créée, qui est l'association des shifters, donc qui est différente du Shift Project. Et les 3 intervenants de ce soir font partie de l'association des shifters, et ils sont entièrement dédiés à la diffusion de ces idées auprès de différents publics, soit des publics d'entreprise ou de collectivités, soit des publics grand public pour les applications quotidiennes, pour la vie quotidienne. Alors ce soir, donc, nous allons avoir un déroulé qui va nous permettre de mieux comprendre dans quelle situation on est, à quel degré de gravité et d'urgence, et là je pense qu'il y aura certainement des chocs et des surprises, et puis quelles sont les pistes d'action et les orientations qu'on peut prendre et les implications chacun collectivement ou individuellement. Alors ensuite évidemment après il y aura un exposé en 3 parties, ça a été présenté un petit peu sur le tract que vous avez pu lire. Donc Laurent Zibaud
va introduire les shifters et abordera la première partie qui sera la partie climatique, juste aux accords de Paris. Ensuite, Stéphane Nicolo interviendra sur la partie énergétique. Et enfin, Vincent Herbemont ouvrira la troisième section qui sera la partie action, action collective, action individuelle. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, on aura la partie questions, débats, commentaires, réactions. Et il a été dit en préparation de la conférence qu'il n'y a pas de questions taboues. Voilà. Alors, vous avez donc aussi la possibilité de télécharger, si vous ne l'avez pas fait, l'application sur votre téléphone, donc l'application Slido, avec le code qui est donné, parce qu'il y aura plusieurs sondages, plusieurs interrogations qui seront faites dans un dialogue avec la salle, et vous aurez la possibilité de répondre, et les résultats sont affichés sur l'écran. Voilà, donc une disposition un peu inhabituelle. Je m'excuse de vous tourner le dos, mais c'est pour être face aux intervenants. Et donc, on va pouvoir maintenant lancer le démarrage de la conférence proprement dite, avec l'intervention de Laurent Zibou. Et je les remercie tous les trois d'être avec nous ce soir dans ce dispositif un peu particulier, un peu inhabituel, mais qui, je crois, va bien fonctionner. Merci à vous d'être. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Nous sommes ravis d'être parmi vous ce soir à distance. Nous sommes 3 shifters et nous sommes en fait les co-auteurs de la conférence qu'on va vous présenter, qui a été intitulée Homo sapiens CO2, les liaisons dangereuses. Et en sous-titre, vous avez l'objectif que l'on vise, de bien comprendre certains enjeux, certains ordres de grandeur pour décider d'agir. Alors, cette conférence va introduire 2 personnages principaux. Homo sapiens, qui sera représenté par une jeune femme qui s'appelle Vilnuesta, et puis l'énergie, le diable que vous voyez en noir, qui représentera CO2. Alors, bon. Et donc, ces 2 personnages vont animer notre réunion, et on va vous raconter leur grande histoire d'amour. Et au cours de cette animation, on vous invite bien entendu à répondre à certaines questions que l'on va vous poser, mais aussi à nous poser à votre tour des questions via l'application Slido, et on s'attachera à y répondre dans un deuxième temps, si tout le monde nous entend. Alors, en fait, tout commence dans cette grande histoire d'amour par la découverte d'un squelette par des anthropologues. Et ce squelette, il a plusieurs dizaines de milliers d'années, et il présente une caractéristique, c'est que c'est un squelette de femme, et l'un de ses tibias a été brisé et ressoudé. Et donc, l'enseignement qu'ont tiré ces anthropologues, c'est que cette jeune femme ne s'en serait jamais sortie toute seule à cette époque où l'environnement était très hostile, si elle n'avait pas eu l'aide de son clan. Et pendant sa convalescence, eh bien, il y avait des membres du clan qui allaient chasser, qui s'occupaient du feu, qui s'occupaient de son enfant, qui la transportaient. Et en fait, cette jeune personne, Vilnuesta, a survécu à un moment donné où l'environnement, comme je vous le disais, était beaucoup plus hostile grâce aux qualités qu'a développées Homo sapiens pour s'en sortir, pour survivre, c'est-à-dire l'entraide, la coopération, le lien, le partage, la solidarité. Et toutes ces qualités sont intrinsèquement marquées en nous. Et bien entendu, depuis quelques dizaines d'années, on a eu tendance à les oublier à partir du moment où on a découvert l'énergie fossile, croyant que l'énergie fossile allait se substituer aux valeurs du clan et allait nous permettre de pouvoir nous nourrir facilement, de nous chauffer facilement, de nous soigner facilement. Et au moment où l'énergie va devenir de plus en plus rare, eh bien, nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est le bon moment de remettre
les valeurs qui nous ont permis de nous en sortir au bout du jour. Et c'est donc l'histoire que nous allons vous raconter. Alors, la rencontre d'Homo sapiens et de CO2 commence, on va dire, véritablement en 1850. C'est le moment où Homo sapiens rencontre le charbon. Et donc là, vous avez un mineur qui écoute ce que CO2 lui susurre à l'oreille en lui disant si tu m'exploites, tu vas pouvoir avoir un monde merveilleux, beaucoup plus confortable, tu vas pouvoir avoir de l'électricité, tu vas pouvoir voyager. Et en fait, CO2 raconte cette belle histoire en oubliant de quoi est composée en fait notre atmosphère. Alors, avant 1850, eh bien, dans notre atmosphère, il y avait déjà du CO2, du gaz carbonique, du méthane, du protoxyde d'azote. Et donc, Homo sapiens commence à exploiter les ressources fossiles, commence à se déplacer en train, en voiture, plus tard en avion, construit des usines, produit de l'électricité, développe l'élevage intensif, pratique la déforestation. Et en fait, toutes ces activités humaines possibles grâce aux énergies fossiles eh bien, génèrent des déchets. Et vous voyez que la quantité de gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère et prend de plus en plus d'importance. Alors, j'ai utilisé le mot d'effet de serre et je vais juste prendre quelques instants pour resituer de quoi on parle quand on parle de l'effet de serre. Alors en fait, le soleil rayonne de l'énergie sous forme de lumière et si nous n'avions pas une serre au-dessus de notre tête, eh bien cette énergie repartirait vers l'espace et la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés. Donc vous imaginez une énorme boule de glace. Et vous voyez que notre héroïne Vilnuesta, elle serait entourée de glaçons et ça ne serait pas bien propice pour la vie sur Terre. Alors, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas exactement ça que nous vivons. Et en fait, nous avons bien une serre au-dessus de nos têtes qui empêche une partie de cette énergie absorbée de filer tout droit vers l'espace. Elle est donc confinée dans cette serre. Et donc, la température moyenne grâce à cet effet de serre est de 15 degrés, température moyenne sur Terre. Et donc, bien entendu, Vilnuesta est beaucoup plus contente puisqu'on retrouve des conditions naturelles cet effet de serre, je veux dire, est quelque chose de positif à la base et de naturel pour l'espèce humaine. Cet effet de serre, en fait, a été découvert par un Français, Joseph Fourier, qui s'est dit oh là là, ces gaz ont une particularité tout à fait spéciale parce qu'ils sont capables de faire passer notre planète de moins 18 à plus 15 degrés. Et donc, Joseph Fourier a eu une intuition de se dire que ces gaz, ils sont à surveiller de près parce qu'ils ont un pouvoir hyper réchauffant. Et donc, nous allons voir si l'intuition de Joseph Fourier s'est avérée exacte. Alors, j'ai prononcé le mot d'effet de serre, mais j'ai également prononcé le terme d'atmosphère. Donc, je vais vous caractériser de quoi est composée notre atmosphère. Alors, notre atmosphère est principalement composée d'azote à 76%, d'oxygène, ensuite 21%, et puis le troisième composant, c'est la vapeur d'eau, qui représente 2,5%. Avec ces trois composants, on a 99,5% des composants de notre atmosphère. Donc à partir de maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous allons parler de gaz présents en toute petite quantité dans notre atmosphère et dans les 0,5% restants, le CO2 dont vous entendez parler régulièrement ne représente que 0,04% de notre atmosphère, c'est-à-dire 3 fois rien.
Et donc, Joseph Fourier se disait, ces gaz hyper réchauffants sont à surveiller de près parce qu'une légère modification, à cause de ce pouvoir hyper réchauffant, risquerait de provoquer des changements importants sous la serre, sous la couette. Alors, ce que je vous propose, c'est un premier voyage vers le passé et on va se resituer avant 1850 et je vais vous faire un premier exercice. Vous allez bien vous concentrer. Je vais vous montrer 1 mètre cube de notre atmosphère en 1850. Et regardez bien au centre de la sphère, on vous a représenté à l'échelle la quantité de CO2 présent dans 1 mètre cube dans notre atmosphère. Si vous voyez ma souris, voilà la quantité de CO2 dans notre atmosphère. En 1850, cela représentait 0,028% de notre atmosphère, 3 fois rien. C'est ce qu'on appelle aussi, pour que ce soit plus lisible, des parties par million. Donc, il y avait 280 parties par million. On va faire un saut dans le présent. On va se retrouver en 2022 et regardez bien l'évolution du CO2 au centre de la sphère entre 1850 et 2022. Donc, nous sommes en 2022 et vous voyez que les quantités sont passées de 280 ppm à 420. Est-ce que vous avez vu un changement notoire de la quantité de CO2 entre 1850 et 2022? Je vous le refais en arrière. On est en 1850, regardez bien le point. Et voilà 2022. Progression de 50%, mais en valeur absolue, ça paraît infime. Et donc, toute la question est de savoir si l'intuition de Joseph Fourier qui disait « oulala, ces gaz hyper réchauffants, dès qu'on va modifier leur équilibre dans l'atmosphère, risque de provoquer des changements importants ». Toute la question est de savoir si Joseph Fourier, avec cette augmentation de 3 fois rien, 140 parties par million en 172 ans, a été significative. Et donc, on va vous demander de prendre vos slidos et on va vous poser une première question. De combien de degrés la Terre s'est-elle réchauffée en moyenne depuis 1850? Est-ce que la Terre s'est réchauffée de 0,8 degrés, d'après vous, de 1,1 degré ou de 1,6 degré? Et vous allez avoir 25 secondes pour répondre. Ah, peut-être aller juste un tout petit peu trop vite. Voilà. Vous avez 25 secondes pour répondre. Ok. Alors, donc on a des réponses. Alors, vous avez les réponses qui s'affichent normalement sur vos smartphones. Alors, je vais vous montrer. Alors, il y a une personne qui a dit 0,8 degrés. Ça, c'est plutôt optimiste. En fait, la bonne réponse, c'est 1,1 degré. Donc, depuis 1850, avec l'augmentation de 140 parties par million en 172 ans, la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré. Donc, l'intuition de Joseph Fourier était exacte parce que vous voyez qu'une très légère augmentation du dioxyde de carbone, du CO2, entraîne une élévation de température de 1,1 degré.
Mais il y en a peut-être parmi vous dans la salle qui se disent, oui, ben ok, puis vous l'avez certainement entendu dire, il a toujours fait chaud, il a toujours fait froid sur Terre. Donc, on va aborder une deuxième dimension du changement climatique, c'est la vitesse à laquelle ce phénomène est en train de se dérouler. Et pour cette fois-ci, je vais vous faire voyager encore un peu plus loin en arrière, il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, sur Terre, la température moyenne était globalement de 5 degrés inférieure à celle d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a une première période sur cette courbe, entre moins 20 000 et moins 10 000 ans. Et sur ces moins 10 000 ans, on sort de la dernière période glaciaire, on est en déglaciation. En 10 000 ans, on prend donc 5 degrés. Alors, on va prendre une convention entre nous et on va se dire que 5 degrés en 10 000 ans, ça fait 1 degré tous les 2000 ans. Et par convention, on va dire que c'est 10 km à l'heure. Et puis, sur cette courbe, vous voyez qu'on a une deuxième partie qui est extrêmement stable entre moins 10 000 ans et 1850. Et donc, cette période extrêmement stable, elle est magnifique pour Homo sapiens parce que ça lui permet de se sédentariser, de pratiquer l'agriculture, l'élevage, de ne plus courir aux quatre coins de la planète pour chercher des abris et à manger. Et on a perdu de vue qu'un climat stable, c'était quelque chose d'hyper important et d'hyper positif pour l'épanouissement d'Homo sapiens. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, 1850 arrive, c'est la rencontre avec CO2. Et là, je vous ai dit qu'on a pris 1,1 degré en 172 ans, ce qui correspond à 1 degré tous les 142 ans. Et avec la même convention de tout à l'heure, on n'avance plus à 10 km à l'heure, mais on avance à une vitesse de 155 km à l'heure. Donc, bien entendu, il a toujours fait chaud et il a toujours fait froid sur Terre, mais ce qui est remarquable, c'est la vitesse à laquelle Homo sapiens a commencé à perturber le climat. Et donc, par rapport au débat, savoir comment est-ce qu'on va finir en 2100, en fait, c'est une question qui est difficile à répondre parce que tout dépend des décisions que nous allons prendre ce soir en sortant de cette salle. Alors, si on continue comme aujourd'hui au niveau planétaire, on va vers un réchauffement supérieur à 3 voire 4 degrés, selon différents scénarios du GIEC. Et si on est sobre, eh bien, on pourrait limiter le réchauffement en dessous des 2 degrés. Alors, pour l'instant, on est plutôt parti sur une trajectoire à 3 degrés. Et donc, si en 2100, on a pris 3 degrés entre 1850 et 2100, ça fait 3 degrés en 250 ans, ce qui équivaut à une vitesse de 1 degré tous les 83 ans, et toujours avec la même convention, 240 km à l'heure, ce qui est du jamais vu sur l'évolution climatique et ce qui, bien entendu, vous le comprenez bien, laisse aucune chance aux écosystèmes qui sont la base de la vie sur Terre de s'adapter. Donc, conclusion, on est en train de jouer avec un gaz hyper réchauffant qui est tellement réchauffant que dès qu'on perturbe un peu ces quantités, et bien sur une échelle de temps finalement réduite, il augmente très rapidement la température et on peut dire qu'on n'avance pas dans la bonne direction et qu'en plus, on y va à toute allure. Alors, bien entendu, il y en a aussi peut-être autour de vous qui disent « Non mais ok, 1,1 degré de réchauffement, c'est pas grand-chose. Je me lève le matin, il fait 14 degrés, à midi, il fait 25, et le soir, en fin de journée, il fait 17 ou 18 degrés, et je suis toujours en vie. » Alors, est-ce que vous avez conscience de certains phénomènes climatiques qui se déroulent avec 1,1 degré de réchauffement climatique?
Alors, c'est un peu difficile l'interaction à cause des problèmes de son. Donc, je vais vous montrer quels sont les effets de dérèglement qu'on a avec 1,1 degré. Des choses que vous voyez, malheureusement, j'ai tendance à dire tous les jours à la télé ou entendu à la radio ou dans vos journaux ou sur Internet. Voilà les phénomènes de dérèglement climatique que l'on a avec 1,1 degré de réchauffement. Donc des glissements de terrain, on en a eu en Allemagne et en Belgique, des incendies. Le sud de l'Europe, l'an passé, a pris feu entre la Turquie, la Grèce, l'Espagne. Des pandémies, on n'en est pas totalement sorti. Des famines qui créent de l'instabilité politique, des inondations, des gelées tardives, on en a eu cette année en France, des déplacements de population, tout ça avec 1,1 degré. On va rentrer d'ici quelques semaines, ça vient de commencer dans la saison des cyclones, des sécheresses, évidemment, ça nous est tombé dessus en France, des phénomènes de gouttes froides. Donc ça, ce sont des quantités phénoménales d'eau qui tombent sur une durée très très courte, et puis les dômes de chaleur et de canicule. Donc vous voyez qu'avec quand on sous-estime le 1,1 degré de réchauffement, ben on peut juste se dire que Joseph Fourier avait raison et que effectivement un léger accroissement du CO2 dans l'atmosphère perturbe de manière significative l'équilibre climatique de notre planète. Alors face à ça, Vilnuesta, notre héroïne, prend entre quatre yeux Homo sapiens et lui dit dis donc, gros malin, t'as écouté CO2 qui se barre en courant, parce qu'il sait qu'il est dans la combine. Tu as écouté CO2 et maintenant que tu as mis le bazar dans notre atmosphère, toi qui es si intelligent, si sachant, comment est-ce que tu fais pour retirer le CO2 de l'atmosphère? Alors, on va vous poser une autre question sur Slido et on va vous proposer trois options. Première, pour retirer le CO2 de l'atmosphère, est-ce qu'on envoie des avions avec d'immenses filets à papillons pour attraper le CO2? Est-ce qu'on plante des arbres? Ou est-ce qu'on attend que ça se passe? Vous allez avoir 25 secondes pour répondre. Alors, l'écrasante majorité dit tu plantes des arbres. Il y a un petit rigolo qui dit qu'on envoie des avions avec des filets à papillons. Et il y a une personne qui dit tu attends que ça se passe. Alors, je vais vous donner la bonne réponse. La bonne réponse, c'est effectivement tu attends que ça se passe. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit les choses comme ça? Alors, nous avons vu jusqu'à présent que le CO2 présent en toute petite quantité, dès qu'on modifie sa quantité, on perturbe de manière déjà significative le climat à grande vitesse. Et maintenant, on va voir une autre dimension du CO2. Alors, pour bien vous la faire comprendre, on va prendre un exemple et on va se dire que vous avez oublié d'acheter du sel à l'épicerie et que l'épicerie est à 5 km de chez vous. Vous avez deux options. Soit vous allez aller à l'épicerie en voiture, avec une petite voiture thermique, soit vous êtes courageux ou conscient de ce que c'est que le CO2 et vous décidez de prendre votre vélo. Il y a 5 km à faire. 5 km avec une petite voiture thermique, ça émet 1 kg de CO2. Question, le kilo de CO2 que vous avez émis parce que vous avez été juste un peu fainéant,
combien de temps il va résider dans l'atmosphère avec son pouvoir hyper réchauffant. Alors, au bout de 100 ans, il restera encore 450 grammes du CO2 que vous avez émis aujourd'hui avec ce pouvoir hyper réchauffant. Au bout de 1000 ans, il en restera encore 250 grammes. Au bout de 10 000 ans, il en restera 150 grammes. Et c'est qu'au bout d'1 million d'années, que les écosystèmes que vous avez vus là sur les 4 diapositives, c'est-à-dire les arbres et les océans, c'est qu'au bout d'1 million d'années, que ces écosystèmes auront réabsorbé le kilo de CO2 que vous aurez émis aujourd'hui. Donc, non seulement le CO2 a un pouvoir hyper réchauffant, mais en plus, la deuxième mauvaise nouvelle de la soirée, c'est qu'une fois que vous l'avez émis, il est éternel à l'échelle de la vie humaine dans notre atmosphère. Et donc, dit autrement, quelques parties par million de CO2 en plus que nous dissipons sans le savoir sont capables de bouleverser un écosystème qui était stable et de modifier la vie de milliards de personnes pendant des centaines de milliers d'années. Voilà de quoi on parle quand on parle de CO2. Et donc, vous avez l'image de Villeneuve qui est sous sa couette, et vous voyez que la couette a grossi, et que les années passent, et que comme le CO2 est éternel, eh bien, elle finit par mourir de chaud sous sa couette. Alors, face à ça, nos politiques ont décidé de s'occuper du sujet et en se disant c'est pas possible, on ne peut pas laisser filer l'affaire comme ça, il va falloir qu'on s'occupe du sujet et ils commencent à se réunir, à faire des COP, à faire des consortiums, à faire venir des scientifiques. Et donc, pour les plus anciens, vous avez sans doute entendu parler de l'accord pour lutter contre le trou dans la couche d'ozone, c'était en 85, qui a donné lieu en 88 à la création du GIEC. Puis en 92, on a eu l'accord de Rio, en 97, le protocole de Kyoto. Et puis vous voyez, depuis en fait 85, donc ça fait depuis plus de 30 ans, que nos politiques se réunissent et finalement, ils sont super bons à attendre. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'est-ce qu'on fait? On attend, puisque jusqu'en 2015, ils n'ont pris réellement aucune décision structurante pour le climat. Et puis en 2015, coup de chance, si je puis dire, on signe au niveau planétaire, 196 pays, l'accord de Paris. Et l'accord de Paris dit il ne faut pas dépasser 2 degrés de plus par rapport à 1850 à l'horizon 2100. Et si on peut limiter l'élévation de température à 1,5 degré, ça serait quand même beaucoup mieux. Alors, est-ce que vous avez bien suivi? On s'est dit jusqu'à présent, on a 1,1 degré de réchauffement, avec toutes les conséquences qu'on a vues. Et nos politiques, au bout de 30 ans, 85-2015, ont signé un accord pour limiter le réchauffement à 2 degrés, voire à 1,5. Mais que ce soit 2 degrés ou 1,5, ce qu'on peut dire, c'est que cet accord nous promet juste d'avoir un environnement plus difficile, plus hostile qu'avec 1,1 degré de réchauffement. Donc, le premier enseignement de l'accord de Paris, c'est que, quoi qu'on fasse, on va aller vers un environnement plus hostile. C'est déjà écrit. Et donc, le premier message, c'est que lorsque Homo sapiens est face à un environnement hostile, il va falloir qu'il retrouve et qu'il remette à l'ordre du jour les valeurs de coopération, les valeurs d'entraide, les valeurs de solidarité,
les valeurs d'altruisme, les valeurs d'interdépendance, parce que ce sont ces valeurs-là qui nous ont permis de survivre et de nous en sortir dans des événements hostiles. Donc la première des choses, c'est qu'il va falloir changer de code, il va falloir changer de valeurs tous ensemble pour qu'on ait une chance de s'en sortir globalement. Voilà le premier message de l'accord de Paris. Le deuxième message, c'est qu'on va devoir piler, monter sur les deux freins, enfin sur les freins des deux pieds, et donc faire une décélération brutale, rapide, et donc globalement atterrir aux alentours de 40 km à l'heure. Donc on était entre 155 et 240 km à l'heure. Ben, pour les années qui nous attendent d'ici à 2100, il va falloir qu'on pile, qu'on monte sur les freins. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scientifiques nous disent que 2 degrés, c'est certes plus hostile, mais ça reste jouable. L'humanité peut s'en sortir. Et la deuxième chose que ça veut dire pour les politiques, c'est que 2 degrés, c'est compliqué, mais ça reste socialement jouable aussi. Voilà pourquoi est-ce que l'accord de Paris a été rédigé et signé comme ça. Et bien entendu, une fois que vous avez compris ça, eh bien, cet altruisme, tout ce partage, toute cette solidarité, on peut décider de déclencher tout de suite. Ça sera dans une optique d'être la génération qui aura décidé de gratter des dixièmes de degré. Et évidemment, quand vous avez vu à 1,1 degré, ça ne paraît pas grand-chose, ben chaque deuxième de degré compte et c'est super important qu'on se mette en ordre de marche pour gratter des dixièmes de degré. Dernière chose sur l'accord de Paris, avant de passer la parole à Stéphane. Pourquoi est-ce que nos politiques ont limité le réchauffement, enfin l'objectif à 2 degrés, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un peu de démagogie comme ils savent très bien faire et mettre un objectif plus cool à 2,5 ou 3 degrés? Il est indispensable de rester sous 2 degrés parce que si on dépasse les 2 degrés à l'horizon de 2100, on va rentrer dans un casino planétaire, dans une partie de roulette russe planétaire. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 degrés, les scientifiques ont dit aux politiques qu'on va avoir de graves accidents et on ne peut pas vous dire quand. Mais on est sûr et certain qu'on va avoir de graves accidents. Alors, on pourrait se dire, OK, si on est sûr et certain d'avoir de graves accidents, eh ben, on n'a qu'à s'y préparer. Et puis le jour où on a ces graves accidents, eh ben, comme on est prêt, le coup sera moins dur. Sauf que les scientifiques ont ajouté, on va avoir des graves accidents, on ne peut pas vous dire quand, et les conséquences seront irréversibles, on ne reviendra plus jamais en arrière. D'où l'importance de prendre conscience que les 2 degrés, c'est super important pour ne pas franchir certains effets de seuil. Alors, les effets de seuil qui nous pendent au nez, dont vous avez entendu parler, c'est par exemple la fonte du permafrost. Donc ça, ce sont les terres gelées en Sibérie qui contiennent du CO2 et du méthane, 2 gaz à effet de serre. Et plus la planète se réchauffera, plus on risque d'avoir des emballements de dégel de terre gelée. On va avoir des migrations d'espèces. Ça aussi, ça sera des choses qu'on ne saura pas contrôler. On craint que l'Antarctique de l'Ouest se mette à fondre avant 2100. Des épidémies, de plus en plus d'épidémies, et puis à plus longue échelle, l'altération des courants océaniques, le plus fameux d'entre eux, le plus connu étant le Gulf Stream. Alors je vais vous montrer vite fait ce que c'est un effet de seuil. Alors on vous a présenté un grain de maïs dans une poêle que l'on chauffe. Et au début, vous ne voyez pas de perturbation. Et une fois qu'on l'a suffisamment chauffé, le grain de maïs va se transformer brutalement en popcorn. Et une fois qu'il est devenu grain de popcorn, il ne retournera plus jamais, évidemment, à l'état de grain de maïs. Voilà les effets de seuil qu'il faut éviter en respectant la barre des 2 degrés.
Je vous remercie. Je vais passer la parole à Stéphane sur la troisième question Slido. Bonsoir. Bon, après le menu que vous a présenté Laurent, en simplifiant les choses, il ne nous reste que deux options et donc je vais vous inviter à répondre avec Slido à essayer de choisir la bonne question, la bonne réponse. Alors, est-ce que nous allons continuer de faire la fête? Est-ce que Homo sapiens va continuer de faire la fête, quelles qu'en soient les conséquences? Ou bien est-ce qu'on va changer nos attitudes et essayer de retrouver un mode de vie un peu plus soutenable, quitte à faire des sacrifices? La majorité d'entre vous pense que c'est préférable de changer un petit peu notre mode de vie, mais on constate quand même que certaines personnes pensent que c'est peut-être mieux de continuer de faire la fête, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, je suppose quand même que vous avez bien compris qu'entre faire la fête avec l'énergie ou vivre sobrement avec Vilniusta, le choix n'est pas facile. Qui veut vivre sans énergie? Personne. C'est bien normal. Laurent, tu peux passer la slide? En fait, Laurent, tu peux faire avancer la slide? Je vais vous mettre Elle est bloquée. on peut partager. Tenez, voilà. Essayez de faire avancer le slide vous-même. Un peu. C'est Laurent qui doit le faire. C'est Laurent qui a le contrôle sur la présentation, c'est pas moi. Je vais voir si ça taille. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir de ça? Alors, attends. Laurent, vous pouvez partager. Hein. Allez-y. Voilà, ça y est. Vous l'avez là à l'écran? Voilà. Encore, ça va commencer. Tu peux avancer le slide. Tu l'as là? Alors, je suis encore sur le slide de Slido. Voilà. Alors, donc je vous posais la question, qui veut vivre sans énergie? Évidemment, personne. C'est normal, car on adore l'énergie. Alors, si vous regardez ce graphique… Ça vous va comme ça, là? Oui, c'est bon. Très bien, c'est moi qui ai permuté. D'accord. Donc, si vous regardez ce graphique qui montre, par exemple, notre consommation de pétrole depuis le début du XXe siècle, par Homo sapiens, eh bien, on constate bien qu'on a tant augmenté notre production et consommation. C'est bien parce que l'énergie nous permet de faire plein de choses. Elle nous permet de voyager, elle nous permet de nous déplacer, de déplacer des choses aussi, de manger par exemple des fruits en hiver, comme des fraises, même si ce n'est pas la saison appropriée aux fruits de notre région. Ça nous permet de voir des vidéos avec des super résolutions, ça nous permet de mieux nous soigner, ça nous permet aussi de construire énormément, grands bâtiments, d'aller même sur la Lune, voire même sur Mars avec des robots. Donc évidemment, on adore l'énergie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a eu une accélération. Donc vous voyez sur ce graphique, entre 1940 et 1950, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une très forte accélération à ce moment-là. Slide suivant. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu tout reconstruire. Et évidemment, plus personne ne voulait de guerre. Avec l'énergie qui était abondante à notre disposition, Homo sapiens a pensé simplement que le mieux pour lui, c'était d'améliorer son confort, de construire un monde meilleur. Et évidemment, tout le monde a cru que c'était la bonne chose à faire, car on n'a pas vu immédiatement les conséquences de l'utilisation croissante des énergies fossiles. C'était tentant de s'en servir. C'est comment résister. Plus d'alimentation, plus de travail, plus de confort, des études plus longues pour tout le monde, plus de soins, plus de loisirs, plus de transport. En un mot, une croissance qui augmente, et c'est possible uniquement avec plus d'énergie abondante. Mais les gens qui ont inventé, qui ont cru ou qui ont participé à cette histoire de croissance infinie avaient en fait oublié ou n'avaient pas voulu comprendre que plus d'énergie
c'est aussi un petit embêtement au passage, car c'est aussi beaucoup plus de CO2 et plus de déchets, plus de pollution, avec ses effets pour toutes les générations qui vont suivre. Donc, sur ce graphique, vous voyez sur cette courbe que la croissance du PIB, alors le PIB, je rappelle, c'est le produit intérieur brut et ça sert à mesurer la production des objets, des choses qui ont de la valeur pour nous. Et bien, on constate que c'est bien proportionnel à notre consommation d'énergie sur la planète. Mais comme on l'a déjà dit aussi, c'est aussi proportionnel à notre production de déchets, en l'occurrence le CO2, mais évidemment toutes les autres formes d'externalité et de pollution. Donc, slide suivant. Donc, vous avez donc bien compris qu'il y a effectivement cette corrélation entre le PIB, l'énergie et le CO2. Alors, en supposant maintenant qu'il n'y a pas de problème de changement climatique, est-ce qu'on pourrait continuer à faire la fête encore longtemps? C'est une bonne question. Alors, il se trouve que ce graphique vous indique la production de pétrole, donc encore une fois depuis le début du XXe siècle, donc le pétrole conventionnel qui apparaît en vert clair. Et ce graphique montre qu'on a dépassé la production de pétrole, on a atteint le pic de production de pétrole conventionnel, donc ça c'est très sérieux, ça a été évalué par l'Agence internationale de l'énergie en 2008. Donc le pic a été atteint en 2008. Donc à partir de maintenant, le stock ne peut que baisser. Donc, pour donner une idée, en 2020, les principaux fournisseurs de pétrole étaient capables de produire 50 millions de barils par jour. Et en 2050, quels que soient les nouveaux gisements qu'on va pouvoir découvrir, parce qu'on a déjà découvert tous les plus gros, donc maintenant les plus petits sont plus loin, plus difficiles à atteindre. Donc, on n'arrivera à produire qu'à peu près la moitié, soit entre 25 et 30 millions de barils par jour. Donc, que ce soit pour des questions climatiques ou d'épuisement des ressources, le temps est compté. Il nous reste environ une trentaine d'années pour passer de l'ère du pétrole et des énergies fossiles à une nouvelle ère. Donc, slide suivant. Alors, on peut se dire, mais de toute manière, les énergies renouvelables et décarbonées, elles vont prendre le relais. C'est donc potentiellement la solution. Ce sont surtout les médias qui le disent. Mais les médias, malheureusement, de nos jours, disent beaucoup d'âneries chaque jour que Dieu fait. Alors voilà, sur ce graphique, notre consommation d'énergie, donc la consommation d'énergie d'Homo sapiens, donc depuis le 19e siècle. Et comme vous le constatez, elle n'a fait que augmenter de manière exponentielle. Et vous voyez ici sur le graphique montre la répartition des énergies. Donc tout en bas, le bois, ensuite en gris, le charbon, en bleu foncé, le pétrole, en rose-violet, le gaz. Et ce qui reste, qu'on arrive à peine à distinguer, c'est l'addition du solaire, du vent, des énergies hydrauliques et du nucléaire. Et comme vous le voyez, ça représente moins de 10%. Alors, je pense que quand on voit ça, on comprend que ce n'est pas raisonnable de croire, et que c'est vraiment du niveau de la croyance, de croire qu'on va réussir à développer suffisamment rapidement ces fameuses énergies renouvelables et décarbonées afin de remplacer tout le reste qui est en dessous, à savoir le gaz, le pétrole et le charbon. Donc ça va évidemment prendre du temps. Alors, par ailleurs, un autre point très important qu'il faut bien comprendre, c'est que même la production d'énergie soi-disant renouvelable avec, par exemple, les éoliennes ou les panneaux solaires, et bien en fait, ça crée des déchets parce qu'il faut quand même aller extraire dans les mines, par exemple, tout le silicium dont on a besoin pour faire les panneaux solaires. On a besoin d'aller de continuer de construire des éoliennes, ça demande des matériaux, du métal, ça demande encore une fois de mettre du ciment, de bitumer. Donc, ça crée malgré tout aussi des déchets. Donc, il n'y a pas de solution réellement miracle à attendre de la part des énergies renouvelables. Et même si on arrive à tout remplacer par du décarboné, en admettant qu'on y arrive, ce n'est pas vraiment souhaitable, car ce n'est pas soutenable. Si on avait une énergie infinie décarbonée, de toute manière, on créerait des déchets, donc on vivrait notre futur assis sur une poubelle. Et est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut? Par exemple, raser toutes les forêts et bitumer toute la planète? Je ne pense pas que ce soit
le rêve de tout être humain. Donc, Vinuesta, évidemment, n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée de penser qu'on peut simplement remplacer les énergies actuelles fossiles par des énergies renouvelables. Donc, une partie de la solution pour nous, c'est d'abord de décider d'adopter un modèle de société plus sobre dans les 30 années que nous avons devant nous, pour réussir à atteindre, on va dire, une utilisation d'énergie soutenable et une harmonie durable. Alors maintenant, comment on fait? Et là, la fameuse équation qu'on vous a montrée tout à l'heure, CO2 égale énergie égale PIB, il faut la remonter à l'envers. La question, c'est que maintenant, on veut rejeter moins de CO2. Donc, en rejetant moins de CO2, combien sommes-nous capables de produire d'énergie décarbonée? Et à partir de cette quantité qu'on est capable de calculer, on peut commencer à réfléchir à la société que nous pouvons avoir. Et c'est dorénavant dans ce sens-là qu'il faut lire cette équation et qu'il va donc falloir agir, penser et vivre ensemble. Donc, tout va se jouer dans les 20 ou 30 prochaines années environ. Alors, est-ce que 30 années, c'est imminent ou pas? Au regard de la transition qu'il va falloir effectuer, en fait, c'est court. Si on y réfléchit bien, 30 années, c'est quoi? C'est une génération. Ça veut dire que moi, je dois changer en 30 ans, mais en plus, je dois dès maintenant apprendre à mes enfants à vivre autrement que moi, j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Donc, il y a un travail à faire dès maintenant et qui va prendre du temps. Donc, il faut commencer dès que possible à créer les esprits et les conditions pour voyager différemment, se nourrir différemment, travailler différemment, avoir des loisirs différents, se soigner autrement. Mais Homo sapiens est un sage, n'est-ce pas? Un savant. Homo sapiens entre à pleine vitesse dans un monde très différent, dans un environnement très hostile, plus hostile que son environnement d'aujourd'hui. Et dans ce nouveau monde, les valeurs d'entraide, de coopération, d'altruisme, de bienveillance, de partage vont devoir se substituer à la compétition, à l'égoïsme qui ont dominé ces dernières années et qui ont encouragé une consommation effrénée des énergies fossiles. En y réfléchissant, c'est en fait une magnifique opportunité que nous avons d'être la génération qui aura imaginé et mis en place un monde sans CO2. Ça a l'air difficile de changer ses habitudes, mais il y a déjà plein de personnes pour vous aider dans cette démarche. Et les Shifters, notre association, nous en faisons partie. Pour vous accompagner à décarboner la société, notre économie, et à agir dans vos entreprises et dans les collectivités locales, les associations. Il faut toujours penser que quand on est tout seul, on arrive à avancer, mais ensemble, on va beaucoup plus loin et on change plus rapidement. Alors, dans cette formidable épopée du CO2, où nous, Homo sapiens, on est donc les lointains descendants de Vinuesta, nous avons le pouvoir de choisir la suite de l'histoire, un peu comme dans la pièce de théâtre Coup de ciseaux, où les comédiens demandent au public de désigner le coupable et en fonction de leur réponse, ils jouent la suite de la pièce. Alors, revenons sur l'accord de Paris. Donc, si on décide de continuer sur la même trajectoire qu'aujourd'hui, encore un bout de temps, donc on va se diriger vers un réchauffement de 3 voire 4 degrés. Soit on décide de suivre l'accord de Paris, et dans ce cas-là, il faut commencer à descendre. Mais il faut descendre assez vite. Parce qu'il faut comprendre que ça revient à diminuer chaque année, parce que descendre de 65% d'ici 2050, c'est moins 5% d'émissions tous les ans. Alors pour vous donner une idée, il y a eu moins 5% d'émissions de CO2 en 2020 pendant l'année Covid. Et ben en fait, ça veut dire qu'il faut avoir un Covid supplémentaire chaque année. En tout cas, les conséquences de l'année Covid chaque année. On peut devenir les super-héros de cette épopée qui lie Homo sapiens, le CO2 et les énergies fossiles. On peut être ceux qui auront décidé de changer les règles et les codes et notre mode de vie sur Terre. Alors maintenant, la grande question, comment agir? Alors c'est un sujet vaste, assez complexe, mais nous allons voir qu'il y a des actions individuelles que vous pouvez engager immédiatement, qui sont simples et efficaces. Et vous allez voir aussi que cette transition va demander des changements de notre système, qui seront d'autant plus rapidement mis en place que nous le voudrons et que nous le dirons à nos représentants.
Mais d'abord, une petite question Slido pour se remettre en jambe. Vous avez, pour ceux qui l'ont fait, calculer votre empreinte carbone. Elle traduit vos consommations annuelles en équivalent tonnes de CO2. Donc, au jour d'aujourd'hui, un Français émet environ 8 tonnes de CO2 par an. Pour tenir les accords de Paris, selon vous, quelle empreinte faudra-t-il atteindre d'ici 2050? Et je passe le micro à mon collègue Vincent. Merci Stéphane. Donc, vous pouvez répondre à la question Slido, vous avez 25 secondes. OK. Alors, vous êtes 71% à avoir répondu 2 tonnes de CO2 équivalent par an, qui est effectivement la bonne réponse. Donc, bravo. Si vous connaissez cette réponse et avec l'information que vous a dite Stéphane juste avant, vous avez compris qu'il va donc falloir passer de 9,9, en fait 10 tonnes de CO2 équivalent par an à 2 tonnes. Donc, même quand on ne sait pas bien ce que représentent ces chiffres-là, on sent que voilà, une division par 5, ça ne va pas être facile. Bon, déjà, la première étape à faire, c'est regarder d'où viennent ces émissions. Donc, ici, vous avez la répartition de 10 tonnes de CO2 équivalent par an et par personne selon les différentes catégories. Donc, vous voyez déjà que les 2 principaux postes d'émissions, c'est l'alimentation et les transports. Donc, l'alimentation, elle est principalement liée à la consommation de viande et les transports, principalement liés à l'utilisation de la voiture et de l'avion. Ensuite, vous avez le logement. Alors, le logement dépend beaucoup de la taille du logement, bien sûr, de l'énergie utilisée pour le chauffage, que ce soit gaz, fuel, qui sont un peu les pires, ou électricité, et bien sûr du niveau d'isolation du logement. Ensuite viennent les objets de consommation, donc ce que vous avez marqué en divers et en numérique. Donc le numérique d'abord, vous voyez que ça représente que 0, afficher le partage d'écran, s'il vous plaît. Ah, il ne fonctionne plus. Laurent, vous pouvez remettre le slide, s'il vous plaît. Vous ne voyez plus le slide? Moi, je suis en train de partager mon écran. Ouais, moi aussi, je vois l'écran de Laurent. Ah, permuté. Attendez, on va ça. Voilà, on y est. Parfait, excusez-moi. C'est bon? Ok, super. Donc, vous avez vu les premiers postes d'émission à l'alimentation, transport et logement. Donc, ensuite, on était au numérique. Donc, le numérique, ça représente 0,2. Donc, vous pouvez vous dire que ce n'est pas encore énorme, mais c'est déjà non négligeable. Et en fait, c'est une catégorie qui ne fait qu'augmenter ces dernières années, bien sûr. Ensuite, vous avez la catégorie divers. Donc, ça, c'est tous les objets du quotidien que vous pouvez acheter. Donc, quand vous allez faire les soldes et que vous achetez des t-shirts, des pantalons, vous achetez de l'électroménager, voilà. Votre dernière centrifugeuse en promo chez Lidl, c'est ici que se retrouvent les émissions associées. Et la dernière catégorie, c'est celle des services publics. Alors celle-là, elle est un peu spéciale. C'est des émissions qui vous sont associées pour le simple fait d'être français et française, d'être né en France. Et en fait, ce sont tous les services publics. Donc c'est la santé, l'éducation nationale, l'armée. Donc ça, c'est des émissions sur lesquelles nous avons peu d'influence. Hein, ce n'est pas lié directement à nos actions individuelles. Mais pourtant, elles nous sont quand même associées à chacun d'entre nous. Et vous voyez que ça représente 1,4 tonnes de CO2 équivalent. Donc c'est presque 3/4 des 2 tonnes qu'il faudrait atteindre pour respecter les accords de Paris. Donc là, on sent déjà que, voilà, au moins par des actions individuelles, ça va être compliqué d'arriver à ces 2 tonnes. Bon, alors rappelez-vous aussi d'une chose, c'est que ces émissions-là qu'on vous montre, ce sont des émissions moyennes. Donc elles varient grandement d'une personne à l'autre, que ce soit le chiffre là de 10 tonnes de CO2 équivalent par an, ou aussi la répartition selon les catégories. Mais bon, dans tous les cas, il va falloir que tout le monde réduise son empreinte carbone. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment faire. Alors,
première approche, c'est de se dire que par des actions individuelles, on peut essayer de réduire sa propre empreinte carbone. Alors, pour illustrer ça, je vais vous présenter Sophie. Sophie, qui est une shifteuse depuis 2 ans. Et ce qu'on vous montre ici, c'est l'empreinte carbone de Sophie avant qu'elle ne devienne shifteuse, donc il y a plus de 2 ans. Donc, ce que vous voyez, c'est que elle avait aussi les 10 tonnes de CO2 équivalent par an, donc elle a l'empreinte carbone d'un Français moyen, mais que sa répartition des émissions, selon les catégories que je vous ai présentées, est un peu différente de celle d'un Français moyen, que vous avez ici au centre, dans le cercle central. Alors, je vais vous présenter rapidement le profil de Sophie pour que vous compreniez pourquoi elle a une répartition des émissions un peu différente. Donc Sophie, en gros, avant de devenir shifteuse, c'était une viandarde invétérée. En gros, pour elle, un repas sans viande, c'est pas un vrai repas. Du côté des transports, pourquoi elle a une empreinte aussi élevée, c'est qu'elle faisait tous les jours un aller-retour entre Saclay et Vincennes. Donc Saclay, son lieu de travail, et Vincennes, son domicile, pour ceux qui connaissent. Donc ça fait quand même 66 km aller-retour chaque jour, où elle va travailler en tout cas. Donc voilà, par chance, son logement est chauffé à l'électricité. C'est pour ça que vous voyez que le logement ne représente que 0,6 ici. Il n'est pas trop mal isolé et pas trop grand. Et du coup, pour le reste, pour les objets de consommation et les services publics, évidemment, c'est comme le reste de la moyenne française. Alors, donc là, Sophie, quand elle a fait son empreinte carbone, elle a vu directement que les 2 leviers sur lesquels elle devait agir en priorité, c'est l'alimentation et les transports. Ça se voit facilement, hein, on est à plus de 3 tonnes dans chacun des cas. Alors, elle a pris comme décision assez rapidement de ne manger de la viande uniquement le midi. Ça, elle l'a adopté rapidement. En moins d'1 mois, elle avait adopté cette action-là de ne manger de la viande que le midi. Grâce à ça, elle a réduit son empreinte carbone d'1 tonne, juste par cette décision. Mais elle voulait aller encore plus loin. Alors, 2 options s'offraient à elle, soit manger de la viande uniquement le week-end, pour réduire de 0,4 tonnes supplémentaires son empreinte, soit privilégier la volaille et le porc. Donc elle, vu qu'elle adorait le bœuf, elle a préféré manger de la viande uniquement le week-end. Donc ça, elle l'a adopté en 6 mois supplémentaires. Et du coup, elle a réduit son empreinte de 1,4 tonnes en tout. Et du coup, le dernier pas pour réduire sa consommation de viande, c'est de tendre à devenir végétarienne. Et alors aujourd'hui, elle est quasiment végétarienne, donc elle mange encore de la viande de temps en temps, mais elle n'est pas loin d'avoir réduit son empreinte carbone de l'alimentation de 1,8 tonnes. Donc c'est énorme. Sophie, elle a aussi voulu prendre des mesures pour son empreinte carbone liée au transport. Donc elle s'est rendue compte que faire 18 000 km par an en voiture, donc 15 000 km seule dans sa voiture pour faire ses allers-retours avec son travail, ça ne pouvait plus durer. C'est perte de temps, perte d'argent. Et en plus, l'impact sur son empreinte carbone est vraiment monstrueux. Donc, ce qu'elle a décidé, elle a regardé un peu les options qui s'offraient à elle. Elle a vu qu'aller à son travail en vélo, ce n'était pas vraiment faisable. 66 km, c'est un petit peu beaucoup. Il n'y a pas de transport en commun disponible. Son employeur ne l'autorisait pas à faire du télétravail. Donc, c'était un peu compliqué. Dans sa tête, c'était du coup soit rapprocher son lieu de travail de son, rapprocher son domicile de son lieu de travail ou son domicile ou son lieu de travail de son domicile. Donc c'est soit quitter son travail, soit déménager. C'était un peu beaucoup pour elle à ce moment-là. Par contre, elle a eu une très bonne idée, c'est de demander à ses 2 collègues qui habitaient à Vincennes, dans la même ville qu'elle, s'ils pouvaient faire le trajet ensemble, matin et soir, dans la même voiture. Donc ça, elle n'a pas eu de mal à les convaincre. C'est division du prix du carburant par 3. C'est un peu de compagnie le matin et le soir dans la voiture. Donc, elle a adopté cette chose-là en 6 mois. Et elle a réduit son empreinte carbone de ce fait-là de 1,5 tonnes supplémentaires. Donc voilà, en 2 changements dans son mode de vie et en moins d'1 an, elle a presque réduit son empreinte carbone de 35%. Donc, elle est maintenant aujourd'hui à 6,6 tonnes de CO2 équivalent par an. Et ça, c'est en touchant uniquement à 2 catégories, donc l'alimentation et le transport. Bon,
Vous allez le dire, 35% de réduction, 6,6 tonnes de CO2 équivalent par an, c'est bien, mais on reste quand même très très loin des 2 tonnes. Bon, vous auriez raison de dire ça. Effectivement, par des actions individuelles, on ne va pas pouvoir réussir à respecter les accords de Paris. Si on veut vraiment parvenir à atteindre ces 2 tonnes, il va falloir changer le système dans son ensemble. Et changer le système dans son ensemble, ça veut dire entraîner tous les acteurs de l'économie dans un mouvement d'ensemble. Donc l'État, les collectivités, les entreprises, ils doivent tous bouger simultanément pour aller dans la direction de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour vous prouver que justement tout doit bouger en même temps, je vais revenir sur l'exemple de Sophie et revenir en particulier d'abord sur les transports. Donc on a dit pour son trajet domicile-travail, il n'y avait pas de transport en commun disponible. Et bien effectivement, tant qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun, on ne peut pas faire ce choix-là de prendre les transports en commun à la place de sa voiture. Pareil pour le vélo. Tant qu'il n'y a pas de piste cyclable sécurisée, tant qu'il n'y a pas d'aide ou d'offre pour avoir des vélos électriques, on ne peut pas décider de passer au vélo à la place de la voiture. Pour le télétravail, tant que l'employeur ne nous autorise pas à faire de télétravail, on ne peut pas faire de télétravail. Donc vous voyez que ça ne dépend pas que de nos actions individuelles, bien sûr. On peut même prendre un peu plus de recul sur les transports. On peut se dire que on peut voir l'organisation des villes comme une décision à prendre au niveau global, au niveau de l'État, en se disant que peut-être qu'il y a une taille de ville qui serait optimale pour limiter les distances entre le domicile et le travail des personnes, mais pour autant que la ville soit suffisamment grande pour avoir les principaux services, donc les magasins, le médecin, etc., pour éviter d'aller se déplacer trop loin. Donc voilà, on peut réfléchir vraiment à toutes les échelles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour reprendre un autre exemple sur le logement, imaginons qu'on veuille rénover son logement, il faut qu'il y ait l'offre adéquate. Donc il faut que l'État ait formé suffisamment de professionnels du bâtiment pour pouvoir que les individus puissent rénover leur logement comme ils le souhaitent. Il faut qu'il y ait peut-être des aides pour les personnes plus défavorisées pour qu'elles puissent rénover elles aussi leur logement, surtout si elles sont dans des passoires thermiques. Ensuite, sur un autre exemple sur les objets de consommation. Donc on sait que les objets de consommation, il faudrait augmenter leur durée de vie. Il faudrait aussi disons, les concevoir de manière durable. Et bien ça, il faut que l'État mette des lois pour peut-être entreprises à ce qu'elles réduisent l'obsolescence programmée, à ce qu'elles conçoivent de manière durable tous les objets, à ce qu'elles proposent des services de réparation. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'individuellement, on ne peut pas mettre en place. Encore une fois. Et donc le dernier secteur dont on a parlé tout à l'heure, c'est les services publics. Les services publics aussi, il va falloir les décarboner. Parce que si on reste toujours avec ces 1,4 tonnes, on voit qu'on ne va pas pouvoir arriver aux 2 tonnes en tout. On ne va pas pouvoir réussir à mettre toutes les autres catégories dans les 0,6 tonnes qui restent. Et du coup, c'est pareil. Là, c'est au niveau de l'État. On va devoir limiter les déplacements du personnel du service public. On va devoir limiter les déplacements liés aux procédures, par exemple aller chercher son passeport, etc. Essayer de dématérialiser le plus possible les procédures administratives pour éviter justement le maximum de déplacements. On va devoir décarboner les flottes de véhicules administratives, donc les transformer en électriques. On va devoir refaire les cantines du service public pour réduire peut-être la consommation de viande. Voilà, donc c'est une transformation du système dans son ensemble à laquelle il faut penser. Donc là, vous avez compris que par nos actions individuelles, on peut réduire dans une certaine mesure notre empreinte carbone, mais que si on veut vraiment arriver aux 2 tonnes et au respect de l'accord de Paris, il faut un changement global du système. Néanmoins, je voudrais souligner quelque chose. Donc là, c'est la dernière slide. Donc c'est vraiment une idée qu'il faut que vous ayez en tête pour vous motiver à agir à l'échelle individuelle. C'est que en tant qu'individu, vos choix, ils influencent tout le reste de la société. Donc,
voilà, en tant que personne, en tant que citoyen, citoyenne, vous faites des choix de consommation, vous faites des choix par votre travail, des choix de vote, des choix dans votre quartier, dans les associations. Et tout ça, en fait, ça oriente le système. Donc, par vos actions individuelles, par vos choix individuels, en fait, vous pouvez aussi orienter le système. Et c'est d'ailleurs fondamental. On n'arrivera pas à faire transiter le système si on n'agit pas, si on ne fait pas les bons choix. Donc, voilà, on peut faire des bons choix en achetant ou pas des produits dans les entreprises vertueuses, en travaillant ou pas pour des entreprises, en s'engageant ou pas dans sa mairie, dans les services publics, etc. Et un autre point très important, c'est ne pas sous-estimer l'effet boule de neige. Ça, c'est très important pour garder le moral aussi. Ça paraît difficile, là, tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, ça paraît insurmontable comme tâche d'arriver dans un monde respectueux des accords de Paris. Mais sachez que un mouvement de foule vers une société bas carbone, vers une société qui change ses codes, ses valeurs, c'est possible et ça peut aller très vite. On va prendre quelques exemples. Fumer dans les lieux publics. Il y a quelques années, on ne pensait jamais que ça aurait pu être interdit et que ça paraisse normal à tout le monde qu'on ne puisse pas fumer dans les lieux publics. Maintenant, on ne peut plus imaginer l'inverse. Pareil pour des choses plus anciennes, comme le droit de vote des femmes. Maintenant, ça paraîtrait impensable de retirer le droit de vote aux femmes. J'ose espérer. Il y a des exemples plus récents et qui sont d'ailleurs liés au climat. Dans les pays scandinaves, il y a une honte qui est la honte de prendre l'avion. Cette honte de prendre l'avion, c'est un code social qui est né récemment du fait que l'avion est une des plus grosses sources de pollution à l'échelle individuelle. Et donc maintenant, il y a cette honte qui a été créée dans les pays scandinaves qui prouve que voilà, les codes et les valeurs de la société peuvent évoluer assez vite. Donc l'effet boule de neige, c'est justement que mes actions entraînent celles des autres autour de moi, de ma famille, de ceux que je croise, des entreprises, des politiques. Et c'est pareil à l'échelle des pays. Un pays qui agit dans la bonne direction, il va être imité par les autres à côté. Et du coup, la transformation de la société peut vraiment prendre un tournant et aller très très vite dans la bonne direction. Donc agir à l'échelle individuelle, c'est quand même fondamental. Ça permet de se sentir mieux déjà et ça a un impact non négligeable. Voilà, donc c'est ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre écoute. Donc on aurait bien aimé qu'il y ait un peu plus qu'on puisse interagir plus avec vous, en tout cas pendant l'exposé, mais c'est vrai que c'est plus difficile avec ce genre de setup où on est à distance. Mais bon, c'était en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et en tout cas, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions dans un second temps. Merci. À satisfaire des besoins primaires, s'alimenter, avoir des rapports sexuels, s'informer, faire le minimum d'efforts possible et avoir un statut social. Et notre cerveau est drivé par ça, et à chaque fois que le créateur obtient ce qu'il veut, par exemple de la nourriture, il va déclencher et on adore la dopamine. Et donc on devient addict à ces 5 motivations. Mais il dit quand même une autre chose, il dit que lorsque vous faites preuve d'altruisme, d'entraide, de compassion, vous déclenchez exactement la même dopamine. Et la différence, c'est qu'elle s'inscrit plus profondément dans votre cerveau. Donc vous avez le même niveau de satisfaction que la consommation immédiate en faisant quelque part quelque chose de bien autour de ça. C'est une façon de répondre en disant on n'est pas condamné à vivre simplement avec le défaut. On peut faire aussi des choses positives qui déclenchent les mêmes niveaux de satisfaction au niveau de notre cerveau. Peut-être que Vincent ou Stéphane aimeraient compléter sur cet aspect-là.
Je prends une autre question. Attendez. Ouais, je peux rajouter quelque chose aussi. Je ferai une réponse très pratico-pratique. C'est effectivement, en fait, dans un monde qui respecte l'accord de Paris, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver la désirabilité dans ce nouveau mode de vie. Donc, je vous donne un exemple tout bête, c'est avoir un énorme SUV et faire des kilomètres avec, peut-être que ça provoque de la dopamine, mais si on réfléchit un petit peu, et qu'en fait on n'a pas besoin de ce SUV et qu'on peut utiliser un vélo, peut-être que grâce à ce vélo on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir se sentir mieux, développer moins de maladies cardiovasculaires. Du même ressort, comme Laurent l'a dit, on réfléchit au fait que par solidarité on émet moins de polluants dans les villes, que ce soit les polluants de frottement des pneus sur le sol ou les polluants du pot d'échappement. Du coup, on participe à améliorer la santé publique et la santé de nos voisins. Donc voilà, c'est trouver le monde vers lequel on se dirige désirable. Et effectivement, il faut se poser la question. C'est pas trivial. À chaque grande catastrophe, que ce soit des séismes, des inondations, vous avez spontanément des phénomènes de solidarité qui s'enclenchent. Donc ces qualités-là, l'entraide, ce sont des qualités qui sont intrinsèques à l'espèce humaine. Addict à ces 5 motivations. Mais il dit quand même une autre chose, il dit que lorsque vous faites preuve d'altruisme, d'entraide, de compassion, vous déclenchez exactement la même dopamine. Et la différence, c'est qu'elle s'inscrit plus profondément dans votre cerveau. Et donc, vous avez le même niveau de satisfaction que la consommation immédiate en faisant quelque part quelque chose de bien autour de vous. Ça, c'est une façon de répondre en disant on n'est pas condamné à vivre simplement avec nos défauts, on peut faire aussi des choses positives qui déclenchent les mêmes niveaux de satisfaction au niveau de notre cerveau. Alors après, peut-être que Vincent ou Stéphane aimeraient compléter sur cet aspect-là. Je peux rajouter quelque chose aussi. Je ferai une réponse très pratico-pratique. C'est effectivement, en fait, dans un monde qui respecte l'accord de Paris, il y a donc beaucoup de choses qui vont changer. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver la désirabilité dans ce nouveau mode de vie. Donc, je vous donne un exemple tout bête, c'est avoir un énorme SUV et faire des kilomètres avec, peut-être que ça provoque de la dopamine, mais si on réfléchit un petit peu et qu'en fait on n'a pas besoin de ce SUV et qu'on peut utiliser un vélo, peut-être que grâce à ce vélo on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir se sentir mieux, développer moins de maladies cardiovasculaires. Du même ressort, comme Laurent l'a dit, on réfléchit au fait que par solidarité on émet moins de polluants dans les villes, que ce soit les polluants de frottement des pneus sur le sol ou les polluants du pot d'échappement. Du coup, on participe à améliorer la santé publique et la santé de nos voisins. Donc voilà, c'est trouver le monde vers lequel on se dirige désirable. Et effectivement, il faut se poser la question. C'est pas trivial. À chaque grande catastrophe, que ce soit des séismes, des inondations, vous avez spontanément des phénomènes de solidarité qui s'enclenchent. Donc ces qualités-là, l'entraide, ce sont des qualités qui sont intrinsèques à l'espèce humaine. La problématique, c'est qu'on ne se sent pas encore suffisamment en danger pour se dire tout le monde devient solidaire, tout le monde s'entraide, parce qu'on est au-dessus de la ligne de flottaison pour le moment. Voilà. Mais quelque part, c'est aussi une voie d'espoir et d'optimisme que de dire que ces qualités, celles que Villeneuve exprime au début et qu'elle s'en sort malgré une jambe cassée, c'est bien ça qui nous a permis historiquement de nous en sortir. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 100 000 ans, ce n'est pas très vieux à l'échelle de la vie humaine sur Terre, nous étions 2000 Homo sapiens, il y a 100 000 ans. Donc, 2000 Homo sapiens, ça veut dire qu'on était une espèce en voie d'extinction.
Eh bien, aujourd'hui, on est 8 milliards. C'est bien parce qu'à des moments critiques de l'espèce Homo sapiens, on a rassemblé les conditions entre nous pour s'en sortir. À des moments où c'était plus difficile, où on n'avait pas l'énergie fossile, etc. Donc, en fait, la solution, elle est en nous, elle est autour de nous. Il faut juste se dire que de toutes les façons, si on veut s'en sortir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis, pour nos voisins, ça va passer nécessairement par là. On a des questions dans Slido. Je vous invite à les regarder aussi. Alors, il y a une question qui concerne la démographie. Alors, la question n'est pas clairement posée, mais je suppose que la question, c'est est-ce que ce ne serait pas souhaitable de réduire la population sur la planète? Cette question est régulièrement posée. Elle est pertinente. Je veux presque envie de dire, moi-même, je me la suis posée longuement. Et la réponse, elle est pas si simple, en fait. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on considère réduire la démographie, par exemple, de l'Afrique, sachant que l'Afrique produit presque pas de CO2, ben, on ne va pas gagner grand-chose. S'il s'agit maintenant de diviser par 2 la population des Américains, par exemple, mais imaginez que derrière, sachant qu'ils sont 2 fois moins, ils vont se dire « Ah, super, ben maintenant on peut rouler dans des super SUV 2 fois plus lourds et on peut manger 2 fois plus de burgers. » Ça s'appelle l'effet rebond. Ben, on n'aura rien gagné non plus. Donc, la démographie, c'est difficile de dire il faut absolument réduire la démographie. Ça dépend quels sont les usages des gens qui vont rester sur la planète. Si on réduit la démographie, mais qu'à la fin, les gens ils consomment plus d'énergie, on n'est pas gagnant non plus. Donc, il n'y a pas une réponse triviale à donner. Alors, évidemment, si on dit si on divisait par 100 la population sur la planète, eh ben, on réduirait considérablement notre impact. Même ça, ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend encore comment est-ce qu'on utiliserait notre énergie. Donc, c'est important d'en parler, mais il n'y a pas, on va dire qu'il y a une corrélation évidente entre démographie et émissions des gaz à effet de serre, c'est pas vraiment pertinent. Alors, il y a une question qui demande, quelqu'un dit, on dit que le nucléaire permet plus d'indépendance énergétique. Comment l'expliquer alors que le minéral est importé? Alors, moi, personnellement, je suis assez d'accord avec la remarque de la personne. Effectivement, avec le nucléaire que nous avons aujourd'hui en France, on est effectivement dépendant du pays qui nous exporte le minéral dont nous avons besoin. Donc ça, c'est effectivement un fait. Ce que je sais, c'est que d'énergie nucléaire qui sont basées sur le thorium, et le thorium est disponible de manière à peu près égale sur tous les territoires de la planète. Mais on n'a pas encore de centrale qui fonctionne comme ça. Alors, est-ce que les gens qui ont prononcé cette phrase comme quoi le nucléaire permet plus d'indépendance pensaient aux centrales nucléaires qui fonctionnent au thorium et non pas à l'uranium? Je ne sais pas. Mais c'est certain que utiliser le nucléaire nous rend dépendants des sources d'énergie nucléaire. Ça, c'est un fait aussi. Et on peut, dans une certaine mesure, dire aussi que les combustibles nucléaires sont aussi quelque part des énergies fossiles, parce qu'elles ne se renouvellent pas à la même vitesse, elles se renouvellent très très lentement aussi. Alors, ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est on est, alors a fortiori en Europe, archi-dépendant de toutes les ressources minières et énergétiques. Globalement, on importe 95% d'énergie fossile en Europe. On a quasiment plus de mines en Europe, donc tous les minerais, on est archi-dépendant. L'uranium là-dedans, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas spécialement le Niger qui en produit, c'est le Canada, l'Australie et le Kazakhstan. Bon, alors le Kazakhstan, ce n'est pas forcément un pays très fréquentable, mais allez, on va dire qu'avec l'Australie et le Canada, on n'est pas les plus mal lotis. Les cours de l'uranium sont stables depuis des années. En fait, c'est pas
un minerai qui est très inflationniste. Il n'y a pas de tension, on va dire, sur les approvisionnements comme il peut y en avoir sur d'autres ressources fossiles. Bon. Donc oui, on est dépendant, mais j'ai tendance à dire pas plus, pas moins que tant d'autres choses, y compris aujourd'hui sur la moutarde pour sourire ou demain sur le blé, etc. On est dans un monde d'hyper-mondialisation qui a été rendu possible par le recours aux énergies fossiles. Ce qui est sûr, c'est que dans le schéma de décarbonation de l'économie et de la société, à chaque fois que l'on peut substituer les énergies fossiles par de l'énergie renouvelable ou nucléaire, on se rend moins dépendant de M. Poutine, par exemple, en ce moment. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'usages que l'on va pouvoir électrifier, enfin d'usages qui est fait aujourd'hui avec les énergies fossiles, que l'on va pouvoir électrifier. Et de ce point de vue-là, le nucléaire est très intéressant parce que vous avez compris peut-être au travers de la présentation que moins on injecte d'énergie dans notre système économique, plus on tend le système social. Donc, nous, au Shift, on n'est ni pour ni contre le nucléaire, on est anti-CO2. Voilà. Par contre, on dit tout, on dit si vous ne voulez pas de nucléaire, ou dans certaines régions, on ne veut pas d'éoliennes ou de ceci ou de cela, à chaque fois, ça va tendre un peu plus l'atterrissage social. Alors, il y a une question concernant la consommation d'électricité qui est présentée aujourd'hui comme une solution. Et la personne demande, est-ce que cela ne masque-t-il pas dangereusement l'empreinte carbone de la production d'électricité? Alors, par rapport à ça, moi, pour ce que j'en sais, si je prends l'exemple de la Chine, une énorme partie de l'électricité de la Chine, c'est la combustion du charbon. Donc, l'électricité, les gens qui ont le culot de dire que l'électricité est propre en général, à part la France et les pays qui se servent essentiellement du nucléaire, en fait, c'est un gros mensonge. Les Allemands, par exemple, l'utilisation d'une voiture électrique en Allemagne, moi j'y habite, ce n'est pas vraiment propre comme ça l'est en France, tout simplement parce qu'en Allemagne, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, il y a énormément de centrales à charbon et à gaz qui fonctionnent. Donc l'électricité n'est pas systématiquement propre, ça dépend qu'est-ce qu'on brûle dans cette usine pour produire l'électricité. Voilà, donc évidemment, il faut tenir compte de ça et tous les experts, on va dire, du domaine, évidemment, prennent en compte cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on brûle pour produire l'électricité? Source de la richesse que sont l'être humain et la nature. Voilà, c'est Marx qui dit déjà ça, et voilà. Donc je pense qu'il manque cette dimension de classe sociale et de lutte contre le capitalisme. C'est ça qui va permettre d'arrêter cette course folle, je pense. Alors, on n'entend pas très bien toute la question. Vous disiez que vous auriez aimé qu'on aborde la notion de capitalisme et de classe sociale. Alors, nous, on n'est pas là pour pointer du doigt le capitalisme, bien que je pense qu'on est assez d'accord que si on en est là, c'est effectivement, disons, c'est des conséquences néfastes de ce système-là, oui. Mais je ne comprends pas votre réaction sur le fait que du coup ça voudrait dire qu'il ne faut pas agir, qu'il ne faut rien faire, qu'il n'y aurait pas d'effet boule de neige, du coup chacun reste dans son coin et ne fait rien, c'est ça? Je ne sais pas, j'ai compris cette partie-là. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas suffisant. Je n'ai pas compris le lien logique. Je peux peut-être partager en attendant que vous répondiez, je peux peut-être partager une image. Je ne disais pas justement. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait des... Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Ce que je disais juste, c'était que c'était complètement insuffisant, et vous l'avez montré avec l'exemple de Sophie, c'est qu'effectivement, toute seule, elle ne va pas changer grand-chose. Et je pense que si on s'y met tous, on peut changer les choses. Et je ne m'oppose pas du tout à ça, je pense qu'il faut le faire, et d'ailleurs, de mon côté, j'essaye de le faire.
mais ça ne suffira pas. Largement pas, de très 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 loin. Voilà. Et ne suffira pas de quoi? D'agir à l'échelle individuelle? Voilà. Et même d'essayer de convaincre nos entreprises, des hommes politiques, etc. Mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est quand même nécessaire de le faire? Oui. D'accord. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Et disons que c'est pas la meilleure, c'est une mauvaise stratégie. C'est pas la stratégie qui sera vraiment efficace. En fait, si on abat le capitalisme, ça ira beaucoup plus vite. Oui, d'accord. Bien sûr. J'ai pas entendu. On entend vraiment très très mal. Hein, Désolé. Essaye de Le reprendre. capitalisme par terre. Et ça ira plus vite. Oui, quelqu'un reprenne la question. Faut que tu reprennes le micro. Tu reprennes le micro. Allô, avec une grosse voix, ça va aller peut-être? Oui, Oui. c'est mieux. Oui, on Allô? vous écoute. Oui. Je voudrais rebondir sur la question précédente. Moi, j'ai deux remarques qui me perturbent dans ces questions sur la météo, parce que le climat, je pense qu'on est peut-être un petit peu prétentieux de se poser des questions en termes de climat. Je suis étonné que vous n'acceptiez pas ou que vous n'ayez pas fait cette corrélation entre la démographie et la consommation d'énergie et de CO2. Les courbes sont exactement les mêmes. Et le simple bon sens, le mien en tout cas, me fait dire que dès qu'un individu se trouve présent sur notre planète, de par sa naissance, il va de toute façon, pour assurer son existence, consommer de l'énergie et émettre du CO2. Nous sommes arrivés à, donc je ne sais plus, un intervenant disait on était 2000 il y a 10 000 ans, bon, nous sommes 8 milliards, je ne vois pas, sauf des questions d'ordre philosophique, mais qu'est-ce qui va nous limiter dans notre démographie, et donc probablement nous serons 40 milliards. Et là les questions, elles sont, je n'ai pas les réponses, hein, mais elles existent. De la même façon, alors évidemment que le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui, il est complètement absurde. Le PIB est l'outil qui nous permet de dire si on va bien ou mal, alors que sur le fond, cet outil est totalement absurde. Plus on fabrique cochonneries, plus on sera malheureux, plus le PIB monte. Et alors, c'est vraiment un jeu de fou. Mais il n'en reste pas moins que vous posez un certain nombre de questions, voire même des solutions sur une baisse de la consommation ou de nos consommations individuelles. Et je me demande si ce n'est pas une question de riches. Quand vous dites que dans les pays nordiques, ce serait la honte de monter dans un avion, mais c'est très bien pour tous ceux qui l'ont déjà pris. Et plein de gens ne prennent pas l'avion. Ils ont le droit de rêver à prendre l'avion. Et puis on a quand même les 3/4 de notre planète qui crèvent la faim, qui n'est pas soignée, qui n'a pas d'eau, et qui rêve d'avoir une voiture plutôt qu'un vélo. Je me demande si j'ai l'impression d'être un petit peu quand même le privilégié qui se dit « Oh, je vais manger un peu moins de viande, je vais en manger même que le dimanche. » Mais je nomme, lorsque moi j'étais un enfant, je suis plutôt jeune, je ne mangeais pas le midi, je mangeais que le soir. Et aujourd'hui, on me demande de manger pas de viande le midi. Mais ça me pose des questions. Voilà. Alors c'est une très très bonne question. C'est ce qu'on appelle justement la transition. C'est tout le monde va faire plus ou moins d'efforts selon ses richesses. C'est-à-dire que la personne qui a 20 tonnes et qui fait 10 allers-retours d'avion dans la journée va évidemment faire beaucoup plus d'efforts que la personne qui a 3 tonnes et qui a du mal à boucler les fins de mois et qui n'a pas de logement et qui dort dans la rue. On est d'accord avec ça, c'est un petit peu logique. Mais il va falloir accepter qu'il y ait une redistribution du coup du droit à polluer, entre guillemets, et du droit à consommer et du droit aux richesses finalement. Mais bien sûr, la question de la démographie et de l'équité sociale est fondamentale pour la transition écologique. Et vous soulevez un point très très important, bien sûr. Et je voudrais juste, parce que vous parliez aussi de la démographie à l'échelle même planétaire, donc, si vous voyez ce graphique-là que je montre depuis tout à l'heure, justement, il répond parfaitement à cette question. Vous disiez que c'est vraiment un problème démographique, du fait qu'on soit 8 milliards d'individus. Alors c'est vrai que bien sûr c'est une partie
disons, de la réponse à la question. Mais regardez quand même, vous voyez ici en gris, ce sont donc les 10% de la population les plus riches, dont on fait partie, tous en France. Et ces 10%-là, ils sont responsables de 52% des émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises depuis les années 1990. Voilà. Tandis que les 50% les plus pauvres ne sont responsables que de 7% des émissions. Donc un peu comme l'exemple de Stéphane tout à l'heure, si on rajoute des personnes dans ces 50% les plus pauvres, non, c'est pas ça qui est responsable du problème qu'on a actuellement sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est plutôt le fait que certains polluent beaucoup trop, quand même. Si on regarde les 1% les plus riches, ils sont responsables de 15%. Donc c'est un problème démographique en partie, mais pas totalement quand même. Il faut regarder un peu plus dans les détails. Nous avons en tête, évidemment, nous avons en tête la notion de justice. C'est évident qu'on ne va pas juste demander aux gens les plus pauvres de faire des efforts et de laisser les gens les plus riches. C'est évidemment, nous pensons, nous sommes en accord avec l'idée que l'effort est à faire en proportion des richesses des personnes. Et ce sont évidemment aux gens les plus riches de faire les efforts les plus conséquents. Parce qu'en particulier, ce sont eux qui polluent le plus de manière générale. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Ceux qui ont des Ferrari, ceux qui ont les yachts, ce sont évidemment ceux qui polluent le plus. Un petit chiffre d'ailleurs là-dessus à l'échelle de la France. Donc les 10% les plus riches polluent 8 fois plus en moyenne que les 10% les plus pauvres. Pour vous montrer un petit peu les différences d'impact carbone sur les richesses. Et ça, c'est à l'échelle de la France. Oui, je voudrais intervenir aussi sur un aspect complémentaire, c'est-à-dire que quand vous rapprochez l'effet de la démographie du CO2, il y a d'autres aspects qui sont très importants et qui ne dépendent pas tout à fait que du CO2, mais de l'activité humaine en général, qui sont la réduction des espaces naturels et donc de la biodiversité, qui elle n'est pas liée uniquement au CO2, qui est liée à la dégradation des espaces et à la consommation des espaces, et c'est en partie aussi la démographie, mais pas que, et que tous ces combats doivent être menés ensemble. Et si on reprend tous ces combats ensemble, il faut voir aussi quels sont les effets indirects des choix énergétiques qui sont faits. On sait par exemple que le pétrole a créé beaucoup de guerres, le nucléaire en crée aussi, et tous ces problèmes font qu'il y a des individualismes qui se développent et des individualismes d'État qui se développent et qui sont... On n'a pas eu de baisse des guerres, bien au contraire, et ces guerres détruisent d'une part, consomment beaucoup d'autre part, et donc le fait des liens entre les gens, l'aspect des liens entre les gens est aussi fondamental sur l'ensemble de l'existence de la planète et pas que sur le CO2. Donc je pense qu'il faut avoir aussi en vue, très bien sur ce que vous avez dit sur le CO2, mais il faut avoir aussi en vue toutes les conséquences de toutes nos actions sur à la fois les ressources, sur les liens entre les gens et sur ce qu'on propose aux générations futures. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Oui, je ne sais pas si vous voulez réagir, Stéphane et Laurent, mais... J'ai pas entendu la... En gros, c'était une remarque, si j'ai bien, enfin si j'ai compris basé sur quelques mots que j'ai entendus, c'est qu'il ne faut pas prendre en compte uniquement les émissions de CO2 comme effet néfaste de notre système, mais tout le reste. Donc l'effet sur la biodiversité, sur les ressources, sur les guerres, et effectivement, c'est une très très bonne remarque. En l'occurrence, je rebondis là-dessus, cette prise en compte globale, notamment des ressources, autant en termes de minières que les ressources de sol, c'est exactement ce qui est fait dans le fameux PTF, le plan de transformation de l'économie française, ce plan qui a été proposé par le Shift Project, qui est résumé relativement, qui
dont il y a un livre dessus, et qui évoque justement la prise en compte de tous ces aspects, et dont aussi l'aspect social, c'est-à-dire, on sait très bien qu'en changeant d'énergie, il y aura des emplois qui vont changer, des emplois qui vont être détruits, mais il y aura aussi des emplois qui vont être créés dans d'autres filières. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais... Les deux ne peuvent pas marcher en même temps. Est-ce que je peux partager mon écran? Ça devrait marcher, oui, c'est bon. Aussi, si vous êtes intéressé par toutes ces questions-là, il y a l'ADEME qui a sorti il n'y a pas longtemps des scénarios justement de transition bas carbone, mais qui n'étudie pas que le carbone, qui étudie tous les autres impacts, un peu comme entre Laurent là, tous les autres impacts sur la nature et aussi de consommation de matériaux et de ressources qu'auraient les différents scénarios de transition qui sont envisagés. Voilà. Et Olivier, Laurent, je te laisse. Alors en fait, moi j'ai pas de casque, j'entends bien les questions de la salle, mais au travers des réponses, je vais vous donner mon sentiment. En fait, il y a quelqu'un qui a parlé du capitalisme. En fait, ce qui ne va pas, enfin ce qui ne tourne pas rond, au-delà du modèle capitaliste, c'est l'extractivisme. Et là, vous avez plein de cours donc sur les émissions de CO2, sur la population, sur la croissance du PIB, sur l'acidification des océans, et vous voyez que toutes ces courbes, en fait, globalement démarrent toutes en même temps et sont toutes exponentielles. Et quand vous posez sur n'importe lequel de ces graphiques la question aux gens, est-ce que vous pensez que ça peut continuer à l'infiniment, personne ne vous dit, bah oui, ça peut continuer à l'infiniment. Tout ça, c'est basé sur l'extraction des ressources. Donc, oui, le capitalisme en a profité, mais on peut dire que les Chinois ne sont pas beaucoup plus exemplaires, parce que de près ou de loin, ils participent au même phénomène d'épuisement de la planète. Et vous voyez bien qu'une exponentielle n'est pas tenable indéfiniment. Donc, la vraie question, c'est alors, est-ce que, si la question c'est est-ce qu'à 8 milliards d'individus, on peut garantir de manière infinie 15 000 $ de PIB, la réponse est non. Voilà. Donc, ça ne marche pas mathématiquement. On n'a pas suffisamment de ressources sur notre planète pour maintenir ne serait-ce que la situation actuelle. Donc, la population en soi est plus, on pourrait dire, une conséquence de notre système dans lequel on s'est installé que l'origine du mal. Voilà. Donc après, c'est comment est-ce que maintenant qu'on a ce tas de boue sur les bras, comment est-ce que l'on fait pour que le plus grand nombre et la totalité s'en sortent. Sachant que, globalement, on vous dit qu'on a 30 ans, et que le bon exercice à faire, c'est de dire en 2050, comment est-ce que je vois le monde après transformation. On a mis, depuis 1850, 170 ans à désigner la planète, et ben, on a 30 ans devant nous pour mettre de l'ordre. Si on arrive à mettre de l'ordre, le monde sera différent. Mais si vous lisez certains passages du plan de transformation de l'économie française, il y a 2 bouquins, on n'est pas là pour vendre le plan de transformation de l'économie française. Ils sont en vente dans la salle. C'est une autre société où les gens ont du travail, et par contre, au lieu de prendre l'avion, ils prennent le train. Il y a des petites voitures électriques qui viennent les chercher chez eux, qui les déposent à la gare, qui viennent les reprendre à la gare pour aller sur leur lieu de voyage, enfin de tourisme ou de travail. Ils peuvent s'occuper pendant les voyages en train, qui dureront peut-être plus longtemps. De toutes les façons, sur la route, il n'y aura plus que des petites voitures et pas des grosses voitures, et puis on roulera à 110 km/h, donc ça prendra plus de temps pour ceux qui veulent prendre leur voiture. Donc c'est cette transformation qu'il faut
facile de dire comment est-ce que le monde peut être vivable, agréable, vendeur, si je puis dire, en 2050. Ça ne sera pas du jour au lendemain, c'est cette transition qu'il faut organiser. Oui, je voudrais revenir sur le problème de l'électricité. Notamment, on parle actuellement de vouloir avoir tous des véhicules électriques, et les véhicules électriques posent le problème des batteries, et notamment des matériaux qui sont nécessaires pour leur construction, et surtout des matériaux qui sont rares. Alors, c'est un gros problème. Est-ce que c'est véritablement un choix qui est judicieux d'aller vers le tout électrique? C'est la question des matériaux par rapport aux sources d'énergie décarbonées, c'est ça? C'est pas des voitures électriques. Est-ce que c'est la bonne solution d'aller vers des véhicules, de faire transitionner le parc automobile vers le tout électrique? Rapide. Ouais, enfin, rapide ou pas. Hein. Évidemment, si on part du principe que les gens veulent avoir des gros 4x4 avec des batteries énormes, et que chacun va avoir son gros 4x4 avec sa grosse batterie énorme, ben c'est certain que ça va être compliqué de trouver les matériaux sur la planète. Ça, c'est un premier point. C'est quelle est la taille des véhicules qu'on veut avoir pour demain? Est-ce que ce sont des véhicules qui font 3 tonnes, ou est-ce qu'on peut avoir des véhicules qui font 200 ou 300 kg, voire moins? La trottinette électrique, on a un exemple. Chaque individu peut avoir une petite batterie à sa disposition pour se déplacer. Il n'y a pas forcément la nécessité d'avoir une batterie qui est complètement énorme. Maintenant, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais c'est certain qu'à l'échelle planétaire, fournir des batteries pour 8 milliards d'individus pour se déplacer, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Voilà, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Donc, c'est une solution, on va dire, pour les pays actuellement, on va dire, entre guillemets, développés, pour réduire leur production de CO2. Donc, c'est pas aberrant pour les Français, très clairement, qui produisent de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire qui est faiblement carbonée. C'est une très bonne option d'avoir une voiture électrique. Par contre, pour des pays comme la Pologne qui fonctionne énormément avec du charbon, pour fournir l'électricité, là par contre, c'est vraiment pas du tout une bonne solution. Voilà, ça ne procure quasiment aucun avantage par rapport au pétrole. Donc, c'est pas une panacée. Hein. Fonctionner avec l'énergie électrique avec des batteries, c'est pas une panacée, c'est pas forcément. C'est pas la solution miracle. Elle fait partie du problème, elle va faire partie des solutions de transition, mais c'est pas la solution finale. Ça, c'est clair. J'ajouterais une petite chose sur, vu qu'on parlait des autres impacts hors CO2, mais justement, si on faisait transitionner, même si on y arrivait, on avait suffisamment de matériaux pour passer au tout électrique, bah, on ne résoudrait pas plein de problèmes qu'on a actuellement, les congestions en ville, la pollution par les pneus, les nuisances sonores, voilà. Il y a plein d'autres choses qu'on peut résoudre en justement diminuant l'utilisation de la voiture, plutôt que en électrifiant temps pour temps le parc actuel. Ça, c'est sûr. Et de toute façon, niveau matériaux, on ne pourrait pas y arriver. Il y a 1,2 milliard de voitures en service sur la Terre. Donc, c'est juste irréaliste de se dire qu'en 28 ans, on va les remplacer par des voitures électriques. Ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que oui, il y aura des voitures parce qu'il y a des gens qui auront besoin de voitures quoi qu'il arrive, mais il y aura des changements d'usage, le covoiturage, il y aura effectivement d'autres systèmes de déplacement qui doivent se développer. Vous voyez bien qu'il y a une explosion de différentes offres de mobilité douce entre la trottinette, les vélos cargo. C'est fou ce qui sort. Voilà, donc on va changer nécessairement de modèle. C'est sûr. La seule question, c'est est-ce qu'on veut l'organiser ou est-ce qu'on veut le subir? Nous, on fait partie des gens qui pensent qu'il vaut mieux l'organiser. C'est tout. Mais souvent, quand on rencontre des dirigeants, peu
développement privé, public, politique. L'attitude, c'est de dire bon, allez, on continue d'une manière ou d'une autre le même modèle qu'aujourd'hui, le même modèle dans lequel on a grandi. Comme si on était accroché à ce truc-là indéfiniment. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que ce soit pour des questions climatiques, énergétiques, de ressources, de toutes les façons, le modèle va changer et qu'on a déjà commencé à vivre, parce qu'on disait c'est pour les générations futures, non, on a déjà commencé à vivre et ça va s'accentuer et plus ça va aller, plus les changements risquent d'être radicaux si on ne s'occupe pas du sujet. Mais le changement est encore possible. Il faut décider. Ce que vous a expliqué Vincent au travers de vos actions quotidiennes, de vos consommations, de vos choix. On m'a demandé s'il y a encore une dernière question. D'entreprise, de se bouger, de faire des conférences comme vous faites ce soir, c'est super. Voilà. Et le système va nécessairement changer. Ce sera plus le même. Moi, je voulais, c'est peut-être pas la dernière question, c'est pas une question, mais c'est une remarque, et c'est rebondir un petit peu sur des choses qui ont été dites autour de la destruction du capitalisme, la contrainte, la violence, etc. Dans votre exposé, vous avez beaucoup fait appel à Homo sapiens, être de coopération, et basé sur la bonne volonté, sur la prise de conscience, sur les choix volontaires. Et on se rend compte que l'humanité s'est embarquée dans un système économique de production, enfin voilà, qu'on appelle capitaliste, même en Chine, enfin voilà, marchand, qui gaspille les ressources et qui nous amène dans le mur, voilà. Or, le mur, avant de le rencontrer, on va rencontrer des petits murs et on se casse le nez sur ces obstacles-là. Et vous avez dit aussi, à un moment donné, c'était très important, personne n'aurait imaginé, il y a un certain nombre d'années, qu'il aurait été interdit de fumer. Bon, d'accord, interdit de fumer dans les lieux publics, ça prive certains, mais c'est pas encore trop dramatique comme privation. Et en fait, ce qui est devant nous, ce sont des privations nettement plus sévères, nettement plus ressenties que simplement le fait d'être privé de fumer dans les lieux de travail. Personne n'aurait imaginé non plus, il y a, mettons, 2 ans, qu'on se serait promené dans les rues, dans les lieux publics avec des masques sur le nez. C'est-à-dire que les choses, elles nous arrivent et on se rend compte qu'on est obligé de s'y adapter. Moi, j'ai aussi le souvenir, et je raconte souvent, que lorsqu'on a eu des grandes et des longues grèves en France, notamment des grèves de transport dans la région parisienne, les gens ont continué à vivre et ont commencé à inventer des solutions pour s'adapter à cette situation de privation de moyens de transport. Et donc, quelque part, ce qui est de l'espoir, c'est de dire qu'au fur et à mesure que les contraintes arrivent, les privations, les empêchements, les impossibilités, on va bien être obligé de trouver des solutions de fait, même si on sait qu'une grosse partie de la solution, elle est en haut de la pyramide, et que c'est la honte de prendre l'avion en Suède, elle doit s'élargir à la honte d'être riche et de gaspiller les ressources de la planète. C'est tout un discours et un imaginaire social qu'il faut s'inventer pour dire aujourd'hui on a un vélo, bon, on n'est pas un ringard, mais il y a quelques temps on était un ringard, on a une Porsche, on est un super, une Porsche et une Rolex, on est un Superman. Ben, c'est complètement inverser les choses en disant c'est scandaleux et c'est coupable devant la société de se promener dans une grosse voiture et de prendre l'avion toutes les semaines et d'avoir des Rolex et des beaux costumes. Et au contraire, c'est héroïque d'avoir un certain nombre de comportements. C'est un renversement qui doit s'opérer, et vous avez raison de le situer à tous les niveaux. Tous les niveaux sont valables, il n'y en a pas un parmi les autres, c'est tous les niveaux qui doivent être activés en même temps, tous les leviers qui doivent être activés en même temps. Voilà, je pense que c'est un peu la... Je crois que nous devons terminer maintenant, il est l'heure. Je tiens à remercier bien sûr Stéphane, Vincent et Laurent pour leur intervention et les réponses qu'ils ont données à nos questions. Voilà, oui, on peut les applaudir. Merci, merci. Voilà, je signale que le livre auquel ils ont fait allusion, là, le plan de transformation de l'économie française,
qui a d'ailleurs été envoyé à tous les candidats au présidentiel, certains ont répondu, d'autres n'ont pas répondu, est ici en vente. Hein. Vous, c'est la librairie du Labyrinthe, vous savez, notre partenaire habituel. Je signale également que nous mettons également en vente la bande dessinée qui a été écrite par Jean Comichi, dont il a été beaucoup question ici. Et cette bande dessinée, je sais, a eu un très grand succès, puisqu'elle présente un peu l'histoire de l'énergie, les problématiques, etc. Donc elle est également mise en vente par la librairie du Labyrinthe. Voilà. Donc c'était la dernière, bien sûr, rencontre de cette année scolaire, nous travaillons dans l'année scolaire. Je signale que la prochaine rencontre aura lieu le 7 septembre, et là, il sera question de l'année 62, vous devinez que c'est en rapport avec la guerre d'Algérie, une historienne viendra nous parler de cette année qui a connu sur les accords d'Évian, mais aussi le rapatriement bien sûr des pieds noirs, également d'ailleurs l'OAS, etc. C'est une année quand même qui a marqué les esprits, et donc j'espère que vous viendrez pour participer aussi à ce débat. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, puis un bel été. Et on se revoit. Au revoir. Au revoir Stéphane, au revoir Vincent, au revoir Laurent. Un grand merci pour vos interventions qui ont été très appréciées. Merci à vous tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Recording stopped. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et la fin?